Introduction à la lumière. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la lumière. Donc c'est un phénomène assez complexe là, quand on regarde ça comme faux. Et puis aujourd'hui, on va prendre une petite perspective historique, puis on va mettre en évidence là, la compétition qu'il y a eu entre les interprétations de la lumière en tant que particule et en tant que qu'onde. Les gens se sont intéressés à la lumière dès l'Antiquité et probablement même avant. Mais notre histoire, à nous, on va quand même la démarrer avec Newton parce qu'il y a une certaine continuité qu'on va suivre à partir de son époque. Donc Newton, probablement le plus grand physicien du 17e siècle et du début du 18e siècle. Donc lui avait fait des études de l'optique, donc de la lumière, et il avait supposé que la lumière était faite de particules, et ces particules-là se propageaient en ligne droite dans un même milieu, de la même façon que si je lance une balle avec suffisamment de force, mais ça va être plus ou moins linéaire, disons, si c'est à très grande vitesse. Là. Ça permettait d'expliquer tout ce qui est les phénomènes des ondes. Donc, par exemple, ici, j'ai de la lumière. Pourquoi il y a de l'ombre ici, derrière le mur? Ben, c'est parce que la lumière ne passe pas au travers, tout simplement. Donc, elle est bloquée. Okay? Et ça a été expliqué par, disons, les hypothèses de Newton. Ça permet aussi d'expliquer notamment les forces de la Lune. Donc, pourquoi la Lune n'est pas ronde? C'est pas toujours ronde. Elle nous apparaît des fois là, comme un croissant de Lune. Mais c'est à cause de la Terre qui bloque les rayons du Soleil. Donc, Newton a aussi expliqué la dispersion de la lumière. C'est-à-dire que si je prends une lumière blanche, l'ordinaire, je peux la décomposer en différentes couleurs. Je peux utiliser un prisme et lorsque je l'envoie sur le prisme, ben, les couleurs vont se séparer. Je vais avoir du rouge, du orange, du jaune, du bleu jusqu'au violet. Donc ça, c'est ce qu'il a expliqué. Et on peut faire l'inverse aussi. Je pourrais reprendre ces couleurs-là et puis les mettre ensemble puis faire de la lumière blanche. Selon Newton, ça se produisait comme ça parce que les composantes de la lumière n'allaient pas à la même vitesse. Donc selon lui, la lumière rouge allait plus rapidement que la lumière violette et c'est pour ça que ça se séparait comme ça. Donc ça, c'était son hypothèse à lui. On verra que, en fait, c'est l'inverse. La lumière rouge va plus lentement que la lumière violette. Bon, mais toujours est-il qu'on peut recombiner les lumières. Donc nous, notre œil, il y a des détecteurs là, de rouge, de vert, de bleu. Et puis, si on combine ces couleurs-là ensemble, ben, si on les combine toutes ensemble, on a du blanc. Donc, on a une recombinaison de couleurs. Le rouge, le vert va nous donner le jaune. Le rouge, le bleu va nous donner du violet. Le vert, le bleu, du cyan. OK? Donc, ça, c'est les couleurs. Mais Newton n'était pas tout seul. Okay? Il y a eu quand même d'autres savants qui ont émis d'autres hypothèses. Et le plus important d'entre eux, c'est Huygens. Le problème, c'est que ses idées à lui n'ont pas percé de son vivant. Pourquoi? Ben, simplement parce que Newton était une figure tellement imposante que quand Newton parlait, ben, les gens écoutaient, puis c'était ça, le point de vue à apporter. Bon, Huygens, lui, ce qu'il a dit, c'est que la lumière, ce n'était pas une particule, c'était une onde. Et puis, comment il expliquait ça? Lui, il disait que chaque point d'un front d'onde agissait comme une source d'onde sphérique. Donc, regardez ici, j'ai un front d'onde, ici, mon front d'onde se déplace, et à chaque point, je pouvais considérer que c'est comme si je réémettais une onde sphérique, et la combinaison de tous ces points-là faisait en sorte que j'avais un nouveau front d'onde droit. Okay? Donc ça, c'était son hypothèse à lui. Ça permettait d'expliquer le fait que ce soit une onde, des phénomènes qui avaient été découverts par Huygens, à savoir la biréfringence et la polarisation. Donc la biréfringence, c'est qu'il y avait un cristal que lorsqu'on mettait de la lumière au travers, ben, on séparait en deux composantes. Donc ça, c'était quand même assez intéressant, puis ça ne s'explique pas vraiment avec les hypothèses de Newton, mais par contre, c'est relativement facile à expliquer quand on suppose que la lumière est une onde. Mais comme j'ai dit, ça ne s'est pas imposé avant que d'autres fassent des études là, plus poussées
Et là, il a fallu attendre au 19e siècle. On parle d'un anglais, Young, et d'un français, Fresnel, qui est un petit peu après, là, mais ils ne se sont pas vraiment connus. Ils ont fait des expériences sur la diffraction et les interférences. Et c'est comme ça que l'idée que la lumière soit une onde s'est petit à petit imposée. Donc, juste pour votre culture, la diffraction, qu'est-ce que c'est? C'est la propriété que la lumière a de contourner des petits objets. Donc, au début, on a dit que la lumière était bloquée par les murs. Oui, c'est vrai, mais elle peut aussi contourner certains objets. Donc, ici, c'est une simulation. On voit qu'on a carrément bloqué, mais en arrière, ici, on voit qu'il y a quand même de la lumière. Donc, comment ça se fait? C'est à cause de la diffraction. La lumière est capable de se répartir lorsqu'elle contourne l'objet. Et l'interférence, qu'est-ce que c'est? L'interférence, c'est le phénomène qui fait que les ondes vont s'additionner ou se soustraire lorsqu'elles entrent en contact. Donc ici, si j'ai par exemple ici une interférence constructive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends deux ondes qui sont en phase, comme ça, ils vont carrément s'additionner. Fait que là où c'est grand, ça va être encore plus grand. Là où c'est petit, ça va être encore plus petit. Et ça va donner une onde résultante, ici, la noire, qui est, on dit, une interférence constructive. En revanche, s'il y a un déphasage parfait de 180 degrés ou de pi, ça donne que ce qui était un maximum est en phase avec ce qui est un minimum. Ça va s'annuler. Donc la résultante, c'est une ligne droite comme ça. Donc j'ai plus rien. Vous voyez ici qu'il y a des lignes où l'intensité est faible. Ça c'est le résultat d'interférences destructives. Et là où c'est le plus fort, c'est des interférences constructives. Donc, on le savait maintenant que la lumière, c'était une onde. Et il y en a un qui a confirmé ça de façon spectaculaire, c'est Maxwell. Donc, Maxwell, en 1864, il a publié son année l'année d'après, a présenté ses travaux sur l'électromagnétisme. Et puis, en fait, il y a une série de 4 équations qu'on ne verra pas parce que c'est un petit peu compliqué, mais qui relie le champ électrique et le champ magnétique. Et il a déterminé une équation d'onde pour la lumière. Donc, il a pu montrer ce que c'était que la lumière. Donc, la lumière, en fait, c'était quelque chose qui se déplaçait, oui, à la vitesse de la lumière, on s'entend, mais en fait, c'est une modulation des champs électriques et magnétiques. Donc, ici, le bleu représente le champ électrique qui va vibrer selon l'axe Y, des fois en haut, en bas. Donc, c'est une déformation du champ électrique. Et aussi du champ magnétique. Donc, on a un champ magnétique qui est perpendiculaire. Donc là, c'est le rouge. Okay? Donc, lui, il vibre selon l'axe des Y. Donc, cette double déformation des champs électriques et magnétiques qui se propage à la vitesse de la lumière, c'est une onde électromagnétique et la lumière en fait partie. Ça se propage à la vitesse de la lumière. Donc, ça nous amène à parler du spectre électromagnétique. Donc, il y a un ensemble d'ondes qui satisfont à ces équations-là. Dépendamment de la longueur d'onde, là, ils vont avoir différents noms. Donc, on relie la longueur d'onde, le lambda, à la fréquence avec cette relation-là. Donc, la vitesse de la lumière, c'est le produit de la longueur d'onde par la fréquence. Donc, à très longue longueur d'onde, donc là, on parle de kilomètres, là, des longueurs d'onde que des kilomètres. Là, on a des ondes radio. Et puis, lorsqu'on raccourcit, éventuellement, on va passer à des micro-ondes, pardon. Et donc, de l'ordre du centimètre. Et puis, on va aller ensuite à des infrarouges, donc légèrement, des longueurs d'onde légèrement plus longues que celles de la couleur rouge, pour ensuite aller au spectre visible. Donc, spectre visible, grosso modo, là, c'est pas aussi fixe que ça, là, mais grosso modo, qui varie entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. 1 nanomètre valant 10 exposant moins 9. Et quand donc, longueur d'onde, le rouge a une plus grande longueur d'onde que le violet. Au-delà du violet, ça s'appelle de l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, si je vais encore avec des plus petites longueurs d'onde, j'ai les rayons X, puis les rayons gamma, donc des vraiment petites longueurs d'onde.
On peut exprimer maintenant, comme j'ai dit, en Hertz, juste en convertissant, et ça donne approximativement là, les résultats pour les fréquences. Donc, à partir de là, on est pas mal convaincu que la lumière, c'est une onde. Ah oui, c'est une onde? Ben, pas certain, parce qu'il s'est passé de quoi et qui nous a fait reconsidérer ça. Donc, en 1887, il y a Hertz qui a mis en évidence, lui, il avait généré les ondes de Maxwell, donc c'était quand même important ce qu'il a fait, mais il a mis en évidence un phénomène qui s'appelle l'effet photoélectrique. Donc, j'explique d'abord ce que c'est que l'effet photoélectrique. Donc, supposons que j'envoie de la lumière donc, sur un métal, ben, il est possible d'arracher des électrons. Donc, c'est l'effet photoélectrique. Donc, cet électron-là, si je le monte dans un circuit comme ça, vous voyez ici que j'ai une électrode ici qui est déconnectée de mon autre électrode. Donc, j'ai arraché ici un électron. L'électron a été capté par la paroi là, de l'autre électrode. Donc, il va y avoir un déséquilibre de charge. Donc, ici, j'ai perdu un électron, je deviens positif. J'en ai gagné un, je deviens négatif. Et évidemment, l'électron, lui, veut aller vers le positif. Donc, il va faire le tour et il va aller retourner là où il était. Okay? Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Puis, on a pu mesurer avec un ampèremètre la quantité d'électrons qui vont faire ça. Maintenant, on va faire une petite variante. On va mettre, dès le début, une différence de potentiel entre mes deux électrodes. Sauf que là, on s'organise pour le placer d'une certaine façon que ça ici, c'est déjà positif, alors que cette partie-là, elle est négative. Donc, si on va voir ce qui se passe lorsque j'extrais un électron, bien, normalement, au lieu de s'en aller, l'électron est négatif, il va vouloir aller au positif. Hein? Donc, si je le pousse, il va vouloir s'éloigner. Mais vous allez voir ce qui se passe. Il va finir par revenir. Si son énergie n'est pas assez grande, il va être nécessairement réattiré vers sa position d'origine. Donc, le moment où ça se passe, l'énergie ou le potentiel qu'il faut mettre pour que l'électron ne puisse pas rejoindre la plaque ici, on va appeler ça une énergie, un potentiel de seuil, là, ou une fonction de travail. Ça va nous permettre de tracer la courbe de ce potentiel-là en fonction de la fréquence de la lumière, parce que ce n'est pas les mêmes courbes qu'on obtient pour différentes lumières. Donc, on s'arrange pour faire ça là, avec de la lumière d'une seule couleur. Donc, cette courbe-là, ben, c'est rien qu'une droite. Hein? Donc, je peux déterminer son ordonnée à l'origine, même si elle n'existe pas là, de façon expérimentale. Là, je peux déterminer ce que ce serait. Et je peux déterminer la forme de cette relation-là. Donc, c'est une droite. Et puis, je peux l'écrire de cette façon-là. Pourquoi je l'écris de cette façon-là? C'est pour mettre en évidence le fait que les numérateurs seront des énergies. Parce que si je multiplie mon potentiel électrique par une charge, donc la charge E, j'aurai de l'énergie. Okay? Donc, essentiellement. C'est ce qui a amené un certain monsieur à considérer un quantum de lumière, plus tard on va appeler ça un photon, qui possède une énergie qui vient par paquet. Okay? Donc, l'énergie, c'est le produit d'une constante, qu'on appelle la constante de Planck, par la fréquence. Et donc, dépendamment là, des différents types de lumière, ben, là, ils ont des longueurs d'onde différentes, donc ils auront des énergies différentes. Mais l'important, c'est que l'énergie vient par paquet, comme si c'était une particule de lumière. La personne qui a dit ça, c'était un jeune Allemand à l'époque qui avait 25 ans. Et oui, vous l'aurez reconnu, Albert Einstein. Donc, lui a proposé l'existence de ces photons-là. Et c'est ça qui lui a donné le prix Nobel en 1921. Et c'est un des éléments clés là, de la nouvelle théorie de la mécanique quantique. Donc, en conclusion, la lumière, c'est une particule quantique. Donc, c'est constitué de photons qui sont des particules quantiques. Parfois, vu que c'est compliqué, ce n'est pas des choses qu'on voit, nous, dans notre vie de tous les jours. Là, on n'est pas habitué avec les phénomènes quantiques, mais parfois, la lumière va se présenter comme si c'était des corpuscules, comme dans l'effet photoélectrique. Et puis, des fois, ben, elle va être mieux décrite
par une onde, comme lorsqu'on va parler de diffraction d'interférence. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, la dualité de la lumière.